Sim Apollo, bonjour. Voici une des pages du press kit qui avait été distribué aux journalistes qui suivaient le lancement de la mission historique Apollo 11. Sur cette page de press kit, on voit la composition de la Saturne V, du véhicule spatial qui va permettre d'envoyer 3 hommes dans l'espace et 2 vont poser le pied sur la Lune. Si on regarde le titre de cette page, on lit bien Saturn V Launch Vehicle. Donc il semblerait que le véhicule de lancement, ce soit cette structure qui faisait 110 mètres de haut environ. En réalité, si on regarde un petit peu plus attentivement, ici, on s'aperçoit que le launch vehicle, ça n'est que cette partie-là, donc la partie inférieure sous ce trait, qui mesurait environ 85 mètres de haut, si ma mémoire est bonne. Et la partie supérieure ici, c'est la charge utile. Donc ce que je veux détailler ici, c'est tous les composants qui sont là. Et en fait, plutôt que de les prendre dans leur utilisation chronologique, je choisis de les présenter du haut vers le bas, parce qu'en définitive, c'est quasiment leur ordre antichronologique, enfin, c'est l'ordre dans lequel on va les utiliser, sachant que le CM ici, commande module, c'est le composant qu'on va utiliser le plus longtemps, et c'est d'ailleurs le seul qui va redescendre sur Terre. Alors, commençons par en haut. En haut, on voit déjà une espèce d'antenne, une pointe, posée au-dessus du CM, je l'ai dit tout à l'heure, CM pour commande module. Cette espèce de pointe, il s'agit de la tour d'éjection. C'est donc le dispositif qui permet d'éjecter le commande module qui contient les astronautes en cas d'urgence dans les premières phases de vol, c'est-à-dire dans les 2-3 premières minutes de vol, qui sont évidemment les phases les plus critiques, puisque ce sont les phases où on a sous les astronautes absolument tous les étages qui sont tous remplis d'hydrogène et d'oxygène, et donc si ceci venait à exploser, évidemment, l'explosion serait catastrophique, et il faudrait vraiment très rapidement éloigner le commande module et les astronautes qui sont à l'intérieur. Donc la tour d'éjection est ici, et elle sera éjectée environ 3 minutes après le début du vol. Ensuite, on trouve en dessous le commande module, l'abri dans lequel vont voyager les astronautes pendant l'essentiel de la mission. En particulier, l'un d'entre eux va absolument faire l'intégralité de la mission. Alors dans le cas d'Apollo 11 par exemple, c'était Larry Collins qui est resté pendant toute la durée de mission à l'intérieur du commande module. Les 2 autres astronautes, Buzz Aldrin et Neil Armstrong, eux, ont utilisé un autre vaisseau pour descendre sur la Lune et ensuite revenir dans le commande module. Et donc, l'essentiel de la mission, pour les astronautes, se déroule à l'intérieur du commande module. Le composant qui est juste en dessous, c'est le service module. Alors, le service module contient le moteur qui sert à pousser le commande module. Il contient aussi les dispositifs oxygène, hydrogène qui servent pour les piles à combustible, mais aussi pour les astronautes à respirer. Et donc les piles à combustible qui vont fournir l'énergie nécessaire pour le fonctionnement du commande module. Donc en fait c'est une centrale électrique et ça dispose aussi d'un moteur. On considère commande module et service module comme un tout à part entière, qu'on désigne d'ailleurs par CSM, donc Command and Service Module. Et donc en fait, ce CSM va faire quasiment l'intégralité du vol. Au départ de la fusée, évidemment, le CSM est posé au sommet. Une fois en orbite, il sera toujours au sommet du 3e étage. On aura déjà perdu le 2e et le 1er étage.
on va procéder à l'injection sur la trajectoire qui va amener le CSM et le LEM vers la Lune. La trajectoire vers la Lune sera effectuée par le troisième étage et on va rapidement se séparer du troisième étage. Donc on garde le CSM qui va partir vers la Lune avec le LEM. On fait le tour de la Lune, on fait ce qu'on a à faire, etc. Et quand on revient toujours avec le CSM. Cette fois-ci, on aura abandonné le LEM. Et on va se mettre à proximité de la Terre avec le CSM. Ça n'est qu'au dernier moment qu'on va larguer le service module. Donc, le commande module va faire 100% de la mission. Le service module, lui, va en faire 99%. En dessous du service module, dernière partie de la charge utile, on trouve ici, alors là, on voit une espèce de partie conique de la fusée, mais sous cette partie conique, on trouve le Lunar Module, LM, ou parfois LEM, LEM, donc le Lunar Excursion Module. Et c'est donc le vaisseau qui, lui, va descendre sur la Lune. CSM, SM et LM, c'est la charge utile du véhicule spatial, ce qu'on appelle parfois le train spatial. On comprend évidemment que CSM plus LEM, c'est une charge utile relativement importante, en particulier la présence d'un deuxième vaisseau spatial constitue une charge presque doublée. En l'état, je ne saurais dire si c'est réellement doublé, mais enfin bon, en tout cas, c'est une charge conséquente. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'un launch véhicule, les 3 étages qui sont là-dessous, relativement conséquent, une des plus grosses fusées qui a été construite, la Saturne V. Alors, voyons maintenant les 3 composants de la Saturne V à proprement parler, les 3 composants du launch véhicule à proprement parler. Le 3e étage qui s'appelle S4B. Alors ce qui est assez étrange, c'est que le premier étage c'est S1C, ce deuxième étage S2 et le 3e étage, on s'attendrait à ce que ce soit S3, et bien non, c'est S4B. Alors si je me souviens bien, ce sont des raisons de numérotation historique. On a recyclé certains étages, et donc en fait les numéros ne correspondent pas réellement aux numéros des étages, mais plutôt à des versions. L'étage S4B, le 3e étage est le seul qui va arriver sur orbite. Il va être conservé sur orbite et on va rallumer ses moteurs pour procéder à la TLI, Trans-Lunar Injection, c'est-à-dire c'est le moteur du 3e étage qui va produire la poussée, qui va mettre la charge utile sur une orbite qui va croiser la trajectoire de la Lune et donc lancer la charge utile vers la Lune. Une fois que cette poussée aura été effectuée, à partir du moment où cette poussée aura été effectuée, qu'on va séparer LEM et CSM du 3e étage, et une fois qu'on aura organisé le train spatial, donc rattaché le CSM au LEM, et on détaché tout ça du 3e étage, que le 3e étage, lui, alors selon la mission, sera soit envoyé sur une orbite autour du Soleil, soit projeté vers la Lune. Il me semble que des expériences étaient faites, alors comme des missions antérieures avaient déposé des sismographes à la surface de la Lune, on envoyait le 3e étage sur la Lune et on profitait de ces sismographes pour mesurer l'impact produit et donc faire un peu de science avec ces impacts-là. Donc à partir de la TLI, on n'a plus que la charge utile qui part vers la Lune. Le 2e étage, lui, est un étage qui va fonctionner essentiellement pour mettre le 3e étage et la charge utile en orbite. C'est-à-dire que c'est ce 2e étage qui va avoir la poussée la plus longue, environ 8 minutes si je ne me trompe pas, et donc va en grande partie produire une orbite quasi circulaire qui sera légèrement corrigée par le 3e étage. Donc on a ici un gros moteur assez puissant avec pas mal de carburant pour donner une vitesse suffisante, une vitesse orbitale suffisante, qui n'ait besoin d'être que
légèrement modifié par le troisième étage, qui va essentiellement servir pour la Translunar Injection. Il faut garder quand même suffisamment de carburant pour arriver à lancer la charge utile vers la Lune. Là, la totalité du carburant va permettre d'acquérir la vitesse suffisante pour la mise en orbite. Maintenant, le premier étage, S1E, lui, va servir essentiellement à donner une poussée très très forte, la poussée la plus puissante, une poussée quasiment verticale, qui va servir essentiellement à sortir de l'atmosphère, en réalité à atteindre des couches atmosphériques peu denses, donc un vol quasi vertical, qui va durer 2 minutes 30 à peine. Et donc, on imagine bien, avec ces 5 moteurs de poussée, une poussée très très puissante, beaucoup de carburant ici, puisque cet étage est le plus haut des trois. De fait, cet étage va devenir de plus en plus efficace au fur et à mesure que, évidemment, il a de moins en moins de carburant à pousser. Donc je récapitule. Le premier étage va pousser pendant 2 minutes 30 quasiment verticalement et donner une vitesse très importante à la fusée. Le deuxième étage va avoir la poussée la plus longue, environ 8 minutes, mais cette fois-ci une poussée qui va être très horizontale pour acquérir une vitesse orbitale suffisante pour se mettre en orbite autour de la Terre, en orbite circulaire. Le troisième étage, lui, va finir la poussée du deuxième étage. On va éteindre le troisième étage. On va se préparer pour le départ vers la Lune et au bon moment, on va rallumer le troisième étage. C'est la particularité, c'est que ce moteur-là, lui, va être rallumé. Il va être allumé une deuxième fois pour obtenir une ellipse très allongée qui va nous amener à proximité de la Lune. Donc le troisième étage va servir à effectuer la TLI, Translunar Injection, qui va amener la charge utile sur une orbite de plus de 300 000, presque 400 000 km, donc à proximité de la Lune. Dès que cette injection translunaire a été effectuée, on se sépare du troisième étage, qui ne sert plus à rien. Selon le cas, selon les missions, ce troisième étage est projeté vers la Lune ou mis en orbite autour du Soleil. Un troisième étage, je ne sais plus de quelle mission, a été récemment vu par un astronome dans un télescope. Il tourne encore. Dans les missions plus anciennes, on avait fait le choix de projeter ce troisième étage sur la Lune parce que les missions antérieures avaient disposé des sismographes et donc on pouvait faire un peu de science à partir du choc contrôlé dont on connaissait les coordonnées lunaires. Le choc de ce troisième étage sur la Lune permettait d'enregistrer sur les sismographes des informations utiles pour les scientifiques. Donc dans la deuxième partie des missions Apollo, le troisième étage était envoyé vers la Lune. C'est donc le train spatial constitué du CSM et du LEM qui partait vers la Lune, se mettait en orbite autour de la Lune. Pour descendre, seul le LEM, avec 2 astronautes à l'intérieur, descendait vers la Lune. Un astronaute restait à l'intérieur du module de commande. Quand la mission était terminée, le LEM remontait, se raccrochait de nouveau au CSM. Les 2 astronautes rejoignaient le module de commande, on larguait le LEM qu'on projetait aussi sur la surface lunaire, et donc on rentrait avec le CSM, donc c'est le moteur du service module qui effectuait la poussée, qui permettait de quitter la Lune et se remettre sur une orbite retournant vers la Terre. Alors on a besoin d'un moteur évidemment beaucoup moins puissant pour quitter l'orbite lunaire que pour quitter l'orbite terrestre, et puis en plus il n'y a plus que le CM à pousser. Donc c'est pour ça que le moteur du SM, beaucoup plus modeste, était suffisant pour ça. N'oublions pas non plus qu'il suffit de quitter l'influence de la Lune, qui est très faible, pour retrouver l'influence gravitationnelle terrestre et donc être mécaniquement, gravitationnellement, attiré par la Terre. Et donc à proximité de la surface terrestre, on se séparait du service module et seul le commande module amérissait et était récupéré sur Terre. Voilà à quoi servent les différents composants. J'ai omis un composant ici, minuscule, mais puisqu'il est présent sur cette fiche, parlons-en. C'est l'IU,
Instrument Unit. Et en fait, ce composant est relativement important, surtout quand on évoque justement le launch véhicule. Alors je rappelle, le launch véhicule, en fait, c'est cette partie-là. Troisième, deuxième et premier étage. C'est donc la partie lanceur. Et l'instrument unit, c'est en fait un anneau là qui est posé au sommet du LV Launch Vehicle, qui contient l'électronique et aussi les calculateurs du LV. Parce qu'en fait, le lancement, dans sa phase initiale, il est largement automatisé. Les astronautes à l'intérieur du command module pendant le lancement vont surveiller que tout se déroule de façon nominale. Ils n'ont pas trop la possibilité de piloter la fusée. C'est en théorie possible, mais c'est vraiment pas prévu. Et donc, ils vont surtout surveiller les paramètres et en cas d'urgence, déclencher l'éjection avec la tour. Donc, le lancement, il est largement automatisé et les automatismes de ce lancement sont situés ici, et en particulier donc la partie importante, c'est le calculateur qui va servir à diriger les moteurs de la fusée pendant le lancement et contrôler que tout va bien. Ce calculateur peut lui-même aussi décider d'un arrêt d'urgence de la mission et donc d'éjecter cette partie-là. Voilà. Donc quand on enlève le premier étage, cette IU est toujours évidemment ici. Quand on se sépare aussi du deuxième étage, elle est toujours présente. Alors le deuxième étage, en fait, il s'arrête là, hein. Donc en fait, le troisième étage est ici avec un moteur qui est situé ici dans ce cône. Et donc lorsqu'on a le troisième étage à notre disposition, on a toujours l'IU. Et donc on va l'avoir aussi pendant l'injection translunaire. Dès lors que on sera séparé du troisième étage, tout va se passer au niveau du CSM. Et du LEM évidemment lors de la descente vers la Lune. Donc voici la fusée Saturne V lors du lancement Apollo 11. On est à moins de 30 secondes du lancement, 10 secondes du lancement. Et donc on va identifier les composants principaux du launch véhicule, premier, deuxième et troisième étage. Donc voilà, les 5 moteurs du premier étage viennent de se mettre en route, sont en train de pousser la fusée, et donc ce premier étage va pousser pendant un petit peu plus de 2 minutes 30, quasiment verticalement pour nous emmener au-delà de 100 km, c'est-à-dire pour nous amener dans l'espace. Et c'est ensuite le deuxième étage qui prendra le relais pour faire une poussée de circularisation d'orbite qui sera terminée par le troisième étage. Et donc là, la poussée la plus puissante actuellement est effectuée de sorte à sortir de l'atmosphère terrestre et amener le deuxième et troisième étage et la charge utile en dehors de la zone atmosphérique. Donc pour l'instant, la poussée est très verticale, elle va s'arrondir un petit peu. On va accélérer la simulation. Alors, on est à 2 minutes de poussée. Donc le premier étage commence un petit peu à incliner la fusée, à circulariser l'orbite. Notre altitude est de 80 km. Et maintenant, on est quasiment sorti de l'atmosphère. Ça pousse très très bien. Toutes les contraintes sont limitées. Par contre, les réservoirs du premier étage sont quasi vides. Et bientôt, le premier étage va se séparer du deuxième étage. Et c'est le deuxième étage qui va prendre le relais pour maintenant effectuer une poussée spatiale. Ça y est, on est dans l'espace à 114 km. Et voilà. Maintenant, c'est le deuxième étage qui est en train de pousser. L'entretoise entre le premier et le deuxième étage est toujours là pour l'instant. Elle va bientôt disparaître. Voilà. Et maintenant, on est parti pour une poussée beaucoup plus longue.
donc qui va consister à circulariser ici l'orbite. Là, le premier étage nous a juste amené dans l'espace. L'objectif du deuxième étage va être vraiment maintenant d'essayer de circulariser notre orbite. Donc on va essayer d'accélérer la simulation. Alors il faut y aller doucement parce que franchement pendant le décollage, accélérer la simulation, c'est pas conseillé. Comme l'ordinateur est utilisé à plein régime, ça peut générer pas mal de plantage. Quand je parle d'ordinateur, c'est l'ordinateur de bord d'Apollo. Et donc ça peut facilement générer un plantage du simulateur. On est à 5 minutes de vol maintenant. Donc entre 2 et 3 minutes de poussée de la part du premier étage. Voilà, après 8 minutes de vol, 8 minutes 30 de vol, on voit que notre orbite commence à prendre forme, même si le périapsis est toujours largement en dessous de la surface terrestre. Donc si on arrêtait de pousser maintenant, on retomberait au sol, tout du moins dans l'atmosphère. Notons que ici la tour d'éjection n'a pas été éjectée, je vais le faire. Elle n'a rien à faire là, ça fait bien longtemps qu'elle ne devrait plus être là. Ce sont les astronautes qui procèdent à cette opération. Et voilà, le deuxième étage a terminé sa poussée. Donc comme on le constate, l'orbite n'est pas terminée, on a besoin du troisième étage pour terminer la poussée. Donc maintenant, la description des composants de la fusée au bout de moins de 10 minutes de vol est quand même nettement plus simple à expliquer. On a ici le troisième étage, le S4B, avec son moteur unique. Ici, à l'intérieur du cône, on a le LEM qui est arrimé au S4B et avec les entretoises coniques, le module de service et le module de commande qui sont reliés ici à l'étage. Voilà, alors bon, on pourrait laisser la poussée se terminer, c'est pas très intéressant, ce qui nous intéresse ici ce sont les composants. Maintenant on va basculer sur une autre vision lorsque le train spatial est constitué, c'est-à-dire le module de service et de commande relié au LEM. Voyons ça. Donc voici notre train spatial après l'injection translunaire, la translunar injection, en route vers la Lune. Donc on voit que la Terre est ici assez loin. Et donc on a ici le module de service et de commande, donc le module de commande, le module de service, et au sommet du module de commande, le LEM qui est accroché. Et si besoin est, le moteur permet de pousser l'ensemble du train spatial en toute sécurité. Voilà pour les composants. Je pense que c'est suffisamment détaillé et donc on verra plus tard comment on utilise tous ces composants. Sim Apollo, à bientôt.